Bonjour à tous, bienvenue dans cet quatrième épisode de mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, Aurélia Monaco, qui va nous parler d'un thème qui nous concerne beaucoup, enfin beaucoup d'entre vous, c'est l'hypersensibilité. Oui. Bienvenue, en tout cas, merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi, Chantal. Hyper contente. Et puis, tu as sorti un livre qui est J'assume mon hypersensibilité. C'est ça, J'avais envie un petit peu d'explorer avec toi, étant aussi hypersensible, je trouve que c'est toujours intéressant de partager différents points de vue. Donc, complètement. une des questions que j'ai envie de te poser, c'est quand tu parles, j'ai vu dans ton livre récemment, tu as fait une photo sur LinkedIn, tu parles des ombres. Qu'est-ce que tu Mhm. entends par les ombres dans l'hypersensibilité ou en général? L'ombre, je la connecte à toute cette idée qui a été développée par Carl Gustav Jung. C'est la partie de nous qu'on n'aime pas, à laquelle on n'a pas accès, qu'on refoule. Euh, Ça peut être des choses, entre guillemets, négatives, mais ça peut être aussi des qualités que l'on a appris à mettre sous le tapis du fait de notre éducation, etc. Donc, par exemple, chez les personnes hypersensibles, c'est ce que je dis dans mon livre, pour certaines d'entre elles, leur hypersensibilité fait partie de leur ombre du fait de leur éducation, par exemple. Cette hypersensibilité, cette intensité, cette connexion aux émotions a pu être interdite. Donc, en fait, l'ombre, c'est la partie de nous-mêmes, soit qu'on n'aime pas, soit à laquelle on n'a pas accès, soit qu'on a refoulé, soit les trois. Mais disons que c'est la partie un petit peu moins accessible, moins lumineuse. Et ce que j'ai constaté chez moi et chez les personnes hypersensibles que j'accompagne, c'est qu'il y a souvent une difficulté à aller voir cette ombre et à l'assumer. C'est pas facile pour tout le monde, en fait, pas seulement les hypersensibles, hein. Mais je pense que pour les hypersensibles, il y a beaucoup de culpabilité, parfois aller voir des parties qui sont moins lumineuses parce que ce sont des personnes qui sont hyper empathiques, en général bienveillantes, et qui ont un petit peu du mal à assumer les parties qui sont pas hyper jolies, on va dire. Et en même temps, ça fait partie, tu vois, de ce chemin d'acceptation de soi, d'amour inconditionnel, de connaissance de soi et d'assumer que c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est 100% lumineux. En fait, on reste des êtres humains. Donc, on a notre histoire, nos blessures, tout ça. Donc, c'est pour ça que cette voie d'aller voir son ombre est importante. Oui, alors je te rejoins, parce que c'est vrai que c'est s'accepter dans sa globalité, c'est ça C'est ça. qui est important. Je suis rentrée directement dans le vif du sujet avec la question des ombres, mais pour toi, J'adore. l'hypersensibilité, est-ce que tu as toujours su que tu étais hypersensible? Alors, je n'avais pas les mots, mais j'ai toujours su, ou plutôt j'ai toujours senti que je sentais beaucoup de choses et que les autres personnes ne m'avaient pas l'air de sentir, en fait. Enfin, je sentais des choses qui me semblaient être évidentes pour moi et pas pour les autres. Donc, c'était très dans le ressenti, dans des atmosphères, dans des lieux. Et j'ai toujours vraiment ressenti les émotions des personnes autour de moi. Donc, ça, c'est depuis tout le temps. Et c'était plus une gêne, en fait, qu'une réelle conscience d'être hypersensible. Ce qui fait que c'est seulement, entre guillemets, seulement, parce que bon, il n'y a jamais de moment trop tardif, mais à 33 ans, que j'ai compris que j'étais hypersensible, que j'ai vraiment mis ce mot là-dessus. Et pour moi, je pense que c'était un peu une surprise parce que, comme beaucoup de personnes, je pensais qu'être hypersensible, c'était être fragile, ce qui n'est pas le cas. Et je pensais du coup que je n'étais pas concernée. Et donc, j'étais plus connectée à mon hyper-empathie qui fait partie très souvent de l'hypersensibilité qu'à l'hypersensibilité de manière générale. Donc, mettre des mots dessus, comme beaucoup de personnes, voilà, ça permet de comprendre son fonctionnement, de clarifier certaines choses qui ne sont pas forcément évidentes à exprimer. Et grâce à cette compréhension, d'accepter un petit peu mieux son fonctionnement atypique, disons. Autre question, est-ce que tu fais aussi partie de l'impression d'être une extraterrestre, en fait, quand tu étais petite? Je pose toujours cette question-là parce que pour moi, c'est, voilà, parce en fait, comme on n'a pas d'outils, on ne comprend pas forcément ce qui se passe en nous, on est un petit peu, on a l'impression vraiment d'être des extraterrestres. Mm. Ouais, je pense que je me sens maintenant plus extraterrestre qu'enfant,
parce que peut-être je suis plus consciente de tout ça, mais en tout cas, là où je résonne vachement avec ce que tu dis, c'est que depuis toute petite, je me suis sentie adulte et consciente de certaines choses qui ne sautaient pas aux yeux d'autres personnes. Et je me souviens quand j'étais en école primaire, par exemple, il y avait une fille qui était un petit peu le bouc émissaire de la classe. Et en plein hiver, les enfants de la classe ont dit on va prendre des cailloux, mettre de la neige autour et lui lancer en fait. Et ça m'avait fendu le cœur et j'étais allée la défendre. Et ça m'est arrivé avec une autre personne aussi. Et donc j'ai l'impression que très tôt, j'avais conscience de certaines choses, j'étais moins dans une sorte d'insouciance, d'innocence. Et je pensais toujours aux conséquences de mes actes. Et j'ai l'impression que c'est aussi une des clés, pas une des clés, mais un des aspects de cette hypersensibilité, c'est d'avoir une forme de conscience peut-être plus globale, plus élargie. Et il y a beaucoup d'enfants hypersensibles qui ont conscience de la vie, de la mort, qui peuvent aussi avoir des angoisses, etc. Donc, je ne me sentais pas nécessairement extraterrestre, mais je me sentais plus adulte que les enfants autour de moi. Et, et donc, bah ouais, en décalage, du coup. Est-ce qu'on Mm. peut, tu penses, associer l'hypersensibilité avec la multipotentialité ou pour toi, ça ne va pas forcément de pair? Alors, pour être honnête, je ne suis pas une experte sur la multipotentialité en tant que telle, mais ce que j'ai constaté, c'est que très souvent, les personnes hypersensibles ont des intérêts variés, hypersensibles plus au potentiel intellectuel aussi. Je pense que ça crée en fait des personnes multipotentielles. Donc, ce que je constate, c'est que beaucoup d'hypersensibles sont multipotentiels. Après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on est multipotentiel sans être hypersensible? Probablement. Mais il y a quelque chose de cet ordre d'un intérêt multiple, d'un besoin assez récurrent et continue d'être stimulé intellectuellement, de s'intéresser à beaucoup de choses, de se renouveler. Donc, ouais, clairement, moi, en tout cas, je me suis retrouvée dans ce terme multipotentiel. Et ce que je constate aussi, je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup d'hypersensibles ont du mal à se présenter, à dire ce qu'ils font dans la vie, parce que du coup, c'est tout de suite, ça ouvre une porte énorme, il y a plein de choses, on ne sait pas par quoi commencer, etc. Et parfois, pour moi, ça peut être gênant parce que je me disais, bon, je m'éparpille dans trop d'activités. Et depuis peu, je me rends compte que c'est ma personnalité, c'est moi le centre de tout ça. Et puis, c'est des intérêts multiples qui ont toujours un lien quand même parce que ça a du sens pour moi. Donc, je pense qu'il y a un lien assez important entre les deux. Oui, il y a le choisir, c'est renoncer, hein, c'est un peu ça. Ah oui. Effectivement, ouais, tu me posais la question, alors oui, et ce que j'ai constaté, c'était très culpabilisant. Maintenant, c'est OK, je l'ai intégré, mais pour moi, c'était très culpabilisant, c'est de commencer quelque chose, puis tu abandonnes vite, parce que déjà, ça va pas assez vite, où tu pensais que tu pouvais y arriver très facilement, Mm. par exemple la musique hein, ou apprendre un instrument. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a assez vite fait, je parle pour moi, mais vite fait, Mhm. puis après, c'est bon, on a vu, on passe à autre chose. Et Mm. il y a ce côté un peu, mais de toute façon, toi, tu commences tout, puis tu finis rien, qui est des fois un petit peu dérangeant, parce que finalement, non, c'est qu'on a vu, on a testé, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, puis on passe à autre chose, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est aussi un équilibre, notamment quand on est entrepreneur, tu vois, de se nourrir de cette multitude d'intérêts, cette stimulation, tout en gardant un petit peu le cap et en étant focus sur certaines choses. Donc, c'est vrai qu'il y a la question du choix. Et je pense aussi de ce qui a vraiment du sens pour nous, du sens pour nos sens, tu vois, ce qui nous nourrit, etc. Je pense que pour moi, c'est vraiment ça qui va me faire tenir sur la durée. Ça va être vraiment ce qui me donne de l'énergie. Et comme tu dis, on peut aussi très vite passer à autre chose parce qu'on a fait le tour ou qu'on avait une idée de ce que ça devait être. Et puis finalement, ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, je pense qu'on a vraiment ce besoin de renouvellement et de vivant, en fait, tu vois, de boucles un peu comme ça qui se clôturent, qui s'ouvrent. Actuellement, je dirais que ma clientèle est très axée masculine, et je vois beaucoup d'hommes hypersensibles qui comprennent un peu que c'est un cadeau. Il y a une Mhm. part d'eux qui acceptent, par exemple, le côté intuitif, le côté justement un petit peu empathique, et il y a tout le côté montrer ses émotions, Ouais. accepter ces carapaces qu'on se crée.
avec toutes ces émotions exacerbées, toi, je ne sais pas quelle est ton expérience par rapport à ça, de savoir les personnes qui écouteront, de se dire qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme outil ou comme clé pour qu'ils puissent vraiment intégrer ce que c'est un cadeau, que ce n'est pas une tare. Hmm. Tu vois, quand tu parles des hommes, ça me fait penser à Maurice Barthélémy, qui est dans mon livre, qui a fait une interview pour le livre et qui disait que pour les hommes, ce qui passait mieux qu'hypersensible, c'était, plutôt que parler d'hypersensibilité, c'était parler d'hyperinformation. Je sais pas si c'était peut-être plus rationnel, tu vois, du coup, ils se retrouvaient plus dans de l'hyperinformation que de l'hypersensibilité, parce que je pense que pour les hommes, il y a le conditionnement probablement de ce qu'on imagine être un homme fort, donc plonger dans ses émotions, c'est pas forcément la voie qui semble la plus proche pour eux. Et en même temps, ce qu'on pourrait leur dire, je pense, en tout cas pour moi, c'est quand on plonge en soi, dans sa vulnérabilité, qu'on a accès vraiment à sa puissance et que on est des êtres émotionnels. Ça fait partie de tout être humain, homme, femme. Moi, des fois, je suis un peu étonnée qu'on se dise non, j'ai pas d'émotion ou je fais la part des choses, etc. On a tous des degrés différents, mais en fait, c'est normal d'avoir des émotions. Qu'on soit un homme ou une femme, les enfants, petits garçons, petites filles, ont des émotions. Et du coup, c'est juste se dire qu'en fait, nos émotions, ce sont des informations, ce sont des messagères qui vont nous donner des informations sur nos besoins. Et pour les hommes, je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus d'hommes ou de femmes qui qui créent des espaces comme des cercles de parole ou des endroits où les hommes puissent exprimer leurs émotions sans se sentir jugé, montré du doigt. Et après, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est tout ce qui est créatif, artistique, parce que je trouve que c'est comme voilà, une forme d'exutoire pour exprimer nos émotions. Et il y a plein de façons d'exprimer nos émotions, et pas forcément obligé, tu vois, de pleurer si on est triste, tu vois. Il y a aussi, je pense, des raccourcis qu'on fait sur les émotions. On peut les exprimer de mille et une façons. Et puis après, il y a des personnes comme toi qui accompagnent des hommes, donc c'est super. Il ne faut pas hésiter, je pense, à se faire accompagner aussi. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. Je pense qu'on gagnerait tous et toutes à être accompagnés par d'autres personnes dans ces métiers. Oui, et parler d'émotions, et puis comme tu l'as bien dit, hein, on est des êtres émotionnels, c'est ce qui nous maintient notre espèce en vie. C'est clair? Et en fait, une thématique que j'adore aborder, c'est la connaissance de soi. Et encore, les gens, ils ne comprennent pas quelle est l'importance de connaître ses valeurs, ses besoins, ses qualités, enfin, tout ce qui est intrinsèque à leur écosystème. Et en plus, les émotions, on voit beaucoup de gens qui les blindent parce que pour eux, il y a... Alors déjà, il y a aussi l'éducation. Heureusement, c'est en train de changer, mais quand on est petit, on n'a pas le droit, enfin les garçons n'ont pas le droit de montrer qu'ils sont, enfin, de pleurer. Et il y a tout ce côté, si je montre mes émotions, en fait, il n'y a pas cette notion, cette différenciation entre la vulnérabilité et la faiblesse, en fait. Oui, oui, effectivement. On met un peu tout ensemble, émotion, faiblesse. Or, la vulnérabilité, c'est aussi le propre de l'être humain, de tout être vivant, puisque en fait, on est mortel, donc on est vulnérable, on n'est pas intouchable. Et en fait, la vulnérabilité, je pense, il y a plein de mots en fait qu'on peut déconstruire et se faire nos propres définitions, parce qu'en tant qu'hypersensible, on est très connecté aussi à l'inconscient collectif et à ce que les mots vont laisser émerger comme connotation. Et c'est important de déconstruire certaines notions et de se faire nos propres définitions de ce qui est, je sais pas, la vulnérabilité, de ce qui est la faiblesse, de ce qui est être un homme vulnérable, un homme fort. On vient comme ça avec plein de casseroles qu'on se traîne, qui ne sont pas forcément dans notre intérêt et qu'on fait perdurer parfois de manière automatique. Comme tu dis, c'est en train de changer. Donc, c'est un langage, en fait. Pour moi, les émotions, c'est un langage. On n'a pas forcément appris ce langage. Donc, du coup, on essaie de parler un autre langage et on est dans un rapport de force. Et ça s'apprend avec le temps et les bonnes personnes, les bonnes ressources. Oui, non, je pense que c'est important. Et puis, je pense que tu le partages très certainement, de faire comprendre aux gens que c'est pas une tare, parce que certains, ils te disent, oui, mais je sais que c'est un cadeau, mais il y a des parts de moi que j'accepte pas. On retourne de nouveau dans ses ombres. Oui. Justement, de montrer ses émotions, on a l'impression de nouveau d'être dans ses failles.
Et ça, je pense qu'il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais c'est clair. Bah, tu vois, moi aussi, ça m'arrive, par exemple, dans ma thérapie, souvent, je pleure et du coup, je vais m'excuser de pleurer parce que comme je suis dans cette hyper-empathie, je me dis, bon, bah, peut-être que ma psy, ça la saoule que je pleure, alors que bon, c'est quand même son métier, tu vois. Et aussi, je trouve qu'on est souvent plus exigeant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Donc, si toi, tu te mets à pleurer, je vais te comprendre. Et puis, je vais dire, mais c'est tout à fait naturel. Et puis, si moi, je pleure, je vais être hyper jugeante. Et j'essaie voilà, d'accepter que toutes ces émotions sont bienvenues et de m'autoriser, même des fois, à pleurer dans des endroits où c'est pas... Dans des, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de pleurer dans un live ou dans une conférence. Donc, c'est pas forcément l'endroit où j'imaginais pleurer et en même temps, c'est comme ça, c'est aussi ça l'hypersensibilité parce que je trouve aussi le risque, c'est d'avoir un discours assez théorique de ce qu'est l'hypersensibilité et donc de rentrer dans tout ce truc très scientifique, etc., qui permet de comprendre des choses et en même temps, je pense, insuffisant parce que c'est pas éprouvé, c'est pas incarné. Donc oui, être hypersensible, ça veut aussi dire, bah, parfois tu te mets en colère très vite, ou tu pleures très rapidement, ou tu es content très longtemps pour un compliment qu'on t'a fait. Donc plus on accepte, plus l'émotion peut partir en fait. Enfin, je ne peux pas dire partir, mais plus on l'accueille, plus elle va circuler et partir dans le sens où c'est bon, elle a été vécue. Alors que plus on bloque, bah, plus on enquiste les choses et plus c'est lourd dans notre petit bagage émotionnel invisible qu'on se traîne, tu vois. Voilà, c'est juste effectivement l'énergie qui doit circuler. Et on a tendance à, voilà, À bloquer. ce matin au téléphone à une personne, j'ai dit, mais accepte, sois dans l'acceptation, et puis Mhm. plus tu seras dans cette acceptation-là, plus vite ça va passer et tu dois traverser, c'est OK, t'es pas bien, c'est OK. Et il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais je suis sûre, toutes les émotions qu'on ramasse puis qui ne sont pas forcément les nôtres. Tu sais, Ah oui. une journée, le matin, tu es super en joie, puis tout d'un coup, à midi, tu te dis, mais c'est bizarre, ma vibe est en train de baisser. Mm. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'ils sont hypersensibles qu'ils font des hauts et des bas, mais qu'il y a aussi cette capacité à pomper voilà, les énergies environnantes. Ouais. Non, mais c'est super intéressant que tu parles de ça parce que ça va avec l'hyper-empathie et cette capacité effectivement à se connecter comme ça à d'autres personnes, à leurs émotions, à leur niveau de stress. Et puis, je pense qu'il y a des mécanismes énergétiques inconscients qui opèrent. Donc, si j'ai un bon niveau d'énergie parce que, admettons, je suis hypersensible, j'ai le cœur ouvert, etc., et puis que d'autres personnes ne sont pas forcément bien à ce moment-là, bah, c'est comme des vases communicants et il y a des transferts qui se font et effectivement, ça peut faire qu'à la fin de la journée, on est plus fatigué alors qu'on a absorbé des choses qui ne nous appartenaient pas. Ce qui est important du coup dans les émotions, c'est bien d'être conscient de nos propres émotions, de pouvoir les nommer et savoir ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, de poser des limites même énergétiques, tu vois, d'avoir des rituels, que ce soit de nettoyage énergétique, enfin voilà, des rituels aussi relationnels, hein, avec, les lieux, les personnes, pour pas revenir, hyper chargé de tout ce qu'on a pris, des environnements et ce qu'on donne aussi à d'autres personnes, tu vois? C'est pas forcément que dans un sens, mais c'est vrai que c'est important d'avoir, cette hygiène, notamment, bah, quand on est dans l'accompagnement. Par exemple, en tant que coach hypersensible, dans l'accompagnement, pour moi, c'est important d'avoir une hygiène comme ça, de nettoyage énergétique et de limites aussi pour ne pas, rentrer comme ça en fusion en permanence avec, bah, les clients ou les contacts et avoir des fuites énergétiques ou émotionnelles. Donc, c'est vrai, des fois, on peut être dans une baisse d'énergie, mais c'est pas forcément lié à notre propre niveau d'énergie. C'est peut-être parce qu'on a capté les choses qui ne nous appartenaient pas, comme tu dis. C'est hyper intéressant. Oui, puis moi je dis toujours, mais si on met déjà de la conscience dessus, ben, ça va déjà Ouais. bien changer les choses parce qu'on va, voilà, je trouve, pardon, je vais y arriver, c'est Mmh. tellement simple de mettre la conscience sur les choses, simplement par l'intention de dire, ben voilà, est-ce que c'est mes émotions ou pas? Alors il y a de toute façon un effet de résonance, un effet miroir, ça c'est clair. Mmh. On peut pas juste pomper les énergies, les émotions de l'autre, Bien si sûr. pas un effet chez nous.
Mais après, ça permet aussi de, j'ai pas envie de dire de se déculpabiliser, parce que c'est pas le but, mais ça permet aussi de comprendre que ces fluctuations émotionnelles, elles sont pas uniquement liées, intrinsèques. Voilà, il y a aussi Oui, oui, et qu'on peut réguler par la conscience, comme tu dis, ces fluctuations. Alors, il y a des fluctuations forcément qui font partie de toute personne, et en plus, quand on est hypersensible, je sais pas si ça t'arrive, et moi, des fois, je suis là, j'ai hyper beaucoup d'énergie, je suis en joie, puis le lendemain, je suis au bout du rouleau, je me demande ce que je fais là, surtout quand je vais avoir mes règles. Ça, je le précise aussi, parce que c'est important, notamment chez les femmes hypersensibles, c'est encore plus ces fluctuations ressenties. Donc, il y a cette partie inhérente, mais il y a aussi, plus on met de la conscience sur notre contexte, notre environnement, plus on peut réguler ces fluctuations par de la conscience et par des aménagements. Après, c'est à chacun de trouver ses rituels, ses limites, ses exutoires. Enfin, voilà, c'est quand même important d'avoir de la conscience sur cette partie invisible, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'a pas de poids, quoi. Et Mm. c'est vrai qu'il faut vraiment trouver, ça peut prendre du temps, hein. Moi, ça m'a pris un certain temps de vraiment trouver qu'est-ce qui fait que ma vibe, elle peut être plus ou moins stable et plus dans ces up and down qui sont effectivement chronophages, liés, comme tu l'as dit, au cycle, en plus chez les femmes. Mm. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment trouver les propres outils. Toi, tu as des outils que tu utilises pour... Alors, à titre personnel, on va dire que, je ne sais pas si c'est des outils, mais il y a déjà tout ce qui est activité physique, sport ou danse, etc. De manière régulière, je pense que j'en ai vraiment besoin. Ça me permet probablement au niveau hormonal, tu vois, de sécréter des hormones, d'avoir mon énergie qui circule. Après, il y a tout ce qui est aussi alimentation. Donc, pareil, je ne suis pas parfaite, hein. Quand j'ai des phases où j'ai des espèces de fringales de sucre, voilà, je mange du sucre. Mais sinon, ce que j'essaie de faire, c'est de faire des jus de légumes verts, enfin, à l'extracteur. Ça donne de l'énergie. Tout ce qui est, moi, ce qui me ressource, ça va vraiment être le soleil, la nature, la danse. Et après, en termes de rituels, ça va vraiment être plutôt soit de la méditation, soit des rituels de nettoyage énergétique. Donc ça, soit de trouver le sien. Bon, il y a plein de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, pour faire des bulles, etc. Moi, je sais que ça ne me parlait pas trop de faire comme ça, parce qu'on parle souvent de protection. Donc, du coup, je te disais tout à l'heure, inconscient collectif, moi, quand je pensais protection, je pensais du coup menace, peur, donc ça ne me parlait pas. Donc, ce que je fais maintenant, je me suis formée à l'énergétique, donc soit je me fais des soins, soit je vais faire des soins chez d'autres personnes. Aussi, de manière récurrente, j'imagine, tu vois, c'est un ressenti, je ferme les yeux, que je me relie à la vie. Et je sens comme un tourbillon comme ça de lumière qui vient nettoyer tout ce qu'il y a autour de moi, et je demande à tout ce qui ne m'appartient pas, que tout ce qui ne m'appartient pas me quitte. Et je pensais à ça quand tu me demandais si j'avais des rituels, parce qu'une fois, il y avait, quand j'étais au sport, une personne qui est venue hyper proche de moi, alors qu'il y avait plein d'espace, tu vois. Je ne sais pas si ça t'arrive, tu peux avoir des gens qui viennent te coller comme ça, alors qu'en fait, il y a tout un espace libre. Et je sais qu'habituellement, je me serais dit, m'énerve, je vais me décaler. Et en fait, là, j'ai vraiment fait ce rituel en me disant, je me relie à la vie, j'imaginais cette lumière, et je m'imaginais comme un grand soleil qui était en expansion. Donc, c'est pas que je me protège de lui, simplement que je me reconnecte à cette lumière et elle prend de plus en plus de place. Et bon, hasard ou pas, mais il s'est décalé, tu vois. Je rebondis là-dessus. Quand tu es dans des grandes villes, puis tu sais, tu as les gens, tu as l'impression qu'ils te foncent chaque fois dessus. Je sais pas si Ah tu oui, as oui, arrivé. Alors là, tu prends conscience que, OK, je vais élargir mon champ d'énergie. Mais effectivement, je suis un peu comme toi. Moi, la bulle de protection ne me parle pas du tout. Et je mm, trouve qu'on peut faire comme tu. Alors moi, je fais différemment. Moi, je fais des douches de lumière, mais il y a des choses qui mm, sont tellement simples à faire. Il n'y a pas besoin de se complètement. compliquer. Ouais, ouais, l'eau, c'est vraiment un élément qui aide beaucoup les personnes hypersensibles, que ce soit symboliquement en écoutant ou en prenant sa douche. Ouais, la douche de lumière, c'est un rituel aussi qui est pas mal. Et le truc que tu disais là, quand les gens te foncent dedans, alors oui, il y a une période, ça m'arrivait, mais tout le temps, mais ça me rendait dingue. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'arrive maintenant beaucoup moins, et ça m'arrive quand je suis pas assez ancrée, tu vois, et que je suis pas assez, on va dire, à l'intérieur de moi.
Et du coup, je pense qu'en fait, tu vois, dans l'invisible, comme ça, bah, les gens rentrent dans notre champ parce qu'on est un peu ouvert, tu vois, c'est open bar. Donc, plus on prend conscience ouais, de notre espace, moins les gens vont nous rentrer dedans, en fait. Ça, c'est vraiment un truc dont j'ai pris conscience Oui, récemment. l'ancrage aussi, pour moi, c'est quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est propre à l'hypersensibilité, mais en tout cas, je constate qu'on peut très vite être très haut, Oui, mais ah ouais. pas tellement ancré. Ça, c'est... Et j'avais envie encore de te poser une question. Quand on parle d'hypersensibilité, moi, je l'ai remarqué beaucoup. Bon, on en a déjà parlé en quelques mots. Moi, j'ai Mhm. remarqué que beaucoup de personnes ont des, et je l'ai vécu aussi, hein, ont des carapaces, on se blinde. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as eu? Et puis, si oui, qu'est-ce que tu as fait pour un peu t'en libérer? Alors, ouais, je pense que c'était quand même assez limité parce que justement, bah, avant, j'étais avocate, par exemple, et j'avais beaucoup de mal à me faire une carapace, entre guillemets, parce que bah, j'étais pas forcément bien au niveau sensoriel, donc les environnements de travail me convenaient pas forcément, j'avais pas envie de... Je le faisais quand même, hein, je mettais des vêtements qui me convenaient pas trop pour rentrer un peu dans les cases, mais j'allais mettre des baskets pour être un peu plus détendue. Enfin voilà, j'étais entre deux. Mais bien sûr, j'ai eu des carapaces, puis je pense que j'en ai encore, parce que le truc aussi avec les carapaces, c'est que souvent, on n'en a pas conscience, tu vois. C'est au moment où on fait un petit peu ce travail qu'on se dit, ah oui, effectivement, j'avais une carapace. Et moi, vraiment, ma carapace, je pense, c'était euh, trop de mental, tu vois, genre, il faut que je fasse comme ça, et ça doit aller, trop de contrôle. Donc, en fait, c'est une forme de carapace parce que je suis pas trop dans ce qui se passe naturellement. Et aussi, les cases. Donc ça, c'est un truc récurrent chez les personnes hypersensibles, vouloir rentrer dans des cases qui, en fait, sont trop petites pour nous ou pas adaptées. Par exemple, bah, quand je me suis formée au coaching, c'était rentrer dans la case de je suis coach comme on m'a appris à être coach, avec une méthode, des objectifs quantifiables, etc. Et en fait, ben, ça, c'est pas que ça me convient pas, c'est que c'est pas assez riche pour moi. Donc ça peut être un petit espace et le reste, faut que ce soit plus vivant. Et du coup, je suis quand même rentrée dans une carapace parce que j'avais un petit peu du mal à assumer aussi mon hypersensibilité, à assumer de proposer des sujets, tu vois, sur l'hypersensibilité au travail, etc. Je me disais, bon, bah, en entreprise, on attend ça, ça de moi. Donc, j'étais un petit peu dans cet entre-deux de suradaptation. Donc, là, plus j'assume bah, mon hypersensibilité, mon côté plus artistique, émotionnel, tout ça, bah, ça va beaucoup mieux. Mais c'est un cheminement. Tu vois, c'est la case de bah, si je veux être sérieuse, je ne peux pas montrer mes vidéos de danse sur les réseaux sociaux, tu vois. Et en fait, bah, c'est des constructions à faire pour relier toutes nos parties, mais c'est vrai que bah, c'est lourd, en fait. C'est beaucoup de cuirasses à libérer. Et puis, on a chacun les nôtres, mais... Donc oui, et puis je pense que j'en ai encore et que je vais les découvrir. Après, je pense que j'avais aussi la carapace et j'ai encore un peu, tu vois, de la fille gentille. Quand on parlait des ombres, c'est aussi une carapace. Une carapace, c'est pas forcément quelque chose où on se coupe de l'autre, tu vois. Ça peut être aussi une carapace de je fais plaisir, comme voilà. Donc du coup, je suis toujours dans, je dis OK à tout parce que c'est ma carapace pour être aimée, tu vois. Je fais plaisir, voilà. Donc ça parlera aux hyper empathiques qui nous écoutent. Oui, alors non, alors tellement. Et puis ça me parle tellement parce que j'ai fait aussi une formation de coach pour être coach, hein, pour avoir la certification. Moi, je me coupe de tous mes ressentis en fait. C'est que Ouais. effectivement de rentrer dans une case qui est. Moi, en plus, j'ai la particularité de faire quasi 1,82 m, mais tu rentres Mmh. dans une case qui est microscopique et puis qui ne convient pas. Mais c'est des constructions, puis prendre conscience que c'est pas parce que tu fais pas comme on t'a dit de faire que c'est faux, quoi, en fait. Ouais, bah, c'est un peu le syndrome de la bonne élève. Oui, oui. Non, mais c'est trop intéressant que tu parles de ça, vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter et qui sont dans des métiers d'accompagnement ou dans des métiers d'entrepreneuriat ou créent leur réalité, mais malgré tout, ils essaient de faire comme ils pensent devoir faire, alors qu'en fait, ça résonne pas trop. Et tu vois, les ressentis que tu peux avoir dans un coaching, c'est vrai que, bah, tu vois, quand je me suis formée au coaching, plusieurs fois, les formateurs m'ont dit: «Ah, c'est très juste, mais tu n'as pas le droit de partager ton intuition».
Et en même temps, je suis contente d'avoir fait cette formation parce que tu vois, ça me donne aussi une posture et puis une éthique et une conscience de, bon, voilà, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, on ne peut pas tout projeter sur l'autre. C'est important d'être au clair là-dessus. Et aussi, comme tu dis, toute une partie intuitive. Donc, il faut savoir jauger entre les deux et puis amener l'autre aussi à verbaliser ce qu'on peut ressentir ou à dire que bah, c'est ce qu'on ressent et qu'on demande à l'autre si ça lui parle ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie très kinesthésique en fait qui n'est pas forcément abordée. En tout cas, c'est pas le point clé dans des formations qui sont assez mentales et un peu scolaires en fait. Et moi, ce que je constate, c'est que les gens, alors moi j'ai le côté guidance en plus, mais que tu as très certainement aussi, parce qu'on a quand même ce côté très connecté. Et en fait, les gens, eh ben, combien de fois je leur pose la question et ils sont incapables de répondre. Donc, tu es obligé un petit peu des fois de les aiguiller. Et c'est ce qui Ouais. fait avancer parce que tu peux rester une demi-heure sur une question et les gens, ils bloquent complètement, quoi. Bah ouais, en fait, c'est toute une question d'équilibre entre ne pas penser à la place de l'autre et en tant que personne, ne pas déléguer sa vie à un coach, un médium, enfin voilà, en pensant qu'il sait mieux que nous. Et en même temps, on a besoin sur notre chemin de personnes qui nous éclairent. Et puis c'est vrai que des fois, on n'a pas accès à certaines informations et quelqu'un va nous dire quelque chose, ça va ouvrir une porte. Donc c'est toujours une question d'équilibre. Et tu vois, je pense que dans certaines formations d'accompagnement, pour moi, il y a beaucoup ces compétences, alors oui, humaines, mais très souvent des compétences. On ne va pas assez chercher la patte de la personne, son histoire, ses particularités, parce que forcément, ça va venir colorer aussi la façon dont on va travailler. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est coach, peu importe, dans l'accompagnement, c'est intéressant de cheminer soi-même pour se comprendre, identifier nos valeurs, identifier tu vois, les talents naturels que l'on a. Et puis, dans des formations, on n'a pas forcément l'espace pour aller voir ces talents-là et on les découvre par la suite, où voilà, on les met plus en valeur et on s'autorise en fait à utiliser nos talents naturels. En tout cas, je pense qu'on arrive gentiment à la fin. Je voulais te remercier infiniment d'avoir pris Ouais. le temps. Et puis, c'était avec un grand plaisir que j'ai Euh, participé. Bah, merci à toi, tu es super fluide. Tu vois, là, j'ai eu plus d'énergie qu'au début. En tout cas, c'est un bon signe pour moi. Dans les échanges, je repars avec beaucoup d'énergie. Et donc, bah, merci à toi, Chantal. C'était un plaisir de te rencontrer. Et puis, je te souhaite le meilleur dans tous tes projets. Merci beaucoup.